Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, bienvenue en direct sur Actu Matin. Au sommaire, cet exploit des douanes béninoises à Sémécraké plage, elles ont arraisonné une importante quantité de drogue en partance pour le Nigeria. C'est un total de 2388 plaquettes dissimulées le long des châssis de deux véhicules, de deux camions marchands poids lourds. La cargaison qui est partie du Ghana a échappé à plusieurs postes de contrôle avant de tomber dans les mailles des agents de la brigade douanière de Sémécraké. De cette opération, on en parle dans cette édition de la matinale. Campagne électorale pour les législatives du 8 janvier. Le décompte se fait désormais du bout des doigts et une autre étape de franchie, cette fois-ci à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On connaît l'ordre de passage des partis en lice sur les médias publics et privés courant cette période. Ailleurs, en direction de la Sénat, il est attendu la publication des listes des coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants, membres de postes et bureaux de vote. Le délai est passé, l'attente devient longue pour les personnes ayant déposé leur dossier. Nos analyses sur ce point ce matin. Et puis dans la suite, l'invité à recevoir pour nous parler des antimicrobiens. Le Bénin se lance dans une campagne de sensibilisation du grand public sur les risques que représente l'usage excessif de ces produits. Nous comprendrons le mal et puis les solutions à portée de main avec notre invité ce matin. Il s'agit du directeur des établissements hospitaliers du ministère de la Santé, Dr Tokwanou Koudjo est notre invité. Restez avec nous, on va le recevoir dans la deuxième heure d'Actu Matin. Et tout de suite, nous allons prendre des nouvelles du temps. Juste après, vous aurez la une des journaux avec Wahab Alikbara déjà installé. Bonjour Wahab. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là. On observe la pause avec les prévisions sur le temps. Le moment est venu de prendre les toutes premières nouvelles au réveil ce matin avec la presse nationale et nous sommes avec vous, Wahab Alikbara. Oui, Christian Dandédian, il faut dire hier que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rencontré les responsables des partis politiques. Avec eux, on a parlé, n'est-ce pas, de la loi, sinon l'encadrement par la HAC de la campagne médiatique pour le compte des élections du 8 janvier 2023. Il y a eu également un tirage au sort en ce qui concerne donc le passage des différents partis politiques sur les médias en règle vis-à-vis de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais il faut noter, Christian Dandédian, que la drogue circule sur le territoire béninois puisque la douane, n'est-ce pas, multiplie également d'ingéniosité pour contrer ce phénomène. C'est Fraternité qui nous en parle et nous apprend donc qu'hier il y a eu à Sémécraké un raisonnement donc de la drogue, circulation de la drogue sur le territoire national, c'est le titre du quotidien Fraternité.
fraternité, ingéniosité grandissante des trafiquants, les douaniers appelés à se réinventer. Des tonnes de drogue arraisonnées à Sémécraqué. Le journal Fraternité qui développe le mode opérationnel et le scénario ayant permis aux dealers d'échapper au poste de contrôle du Ghana et du Togo, mais à Cotonou, pour ne pas dire au Bénin, ça n'a pas passé. Législative du 8 janvier 2023, l'ordre de passage des partis politiques sur les médias connus et développés dans le quotidien Fraternité. Affluence chez les techniciens réparateurs des téléphones portables, le bout du chargeur et autres casse-têtes pour les utilisateurs. On est maintenant à la une du quotidien L'événement précis. Mise en place du vaste projet pipeline des sports Niger-Bénin, la construction de la station terminale de Sémé avance à grands pas. Et puis, situation critique des personnes handicapées au Bénin. Le chef de file de l'opposition s'indigne. Paul Hunkpe interpelle le président Patrice Talon sur une loi en souffrance. Quotidien La Cloche, lutte contre la déscolarisation et le décrochage scolaire des filles au Bénin. Le gouvernement acte les transferts monétaires au profit de 30 000 filles et pour un budget de plus de 9 milliards de francs CFA pour assurer le maintien des filles à l'école. Et puis, coproduction de la sécurité en période électorale, les responsables des partis politiques sensibilisés sur les comportements clés. Quotidien Les 4 vérités, cette fois-ci. Scrutin législatif du 8 janvier 2023 au Bénin. Claudine Prudencio appelle à la consolidation de la paix, la concorde et l'unité nationale. Et puis non-publication des listes des CA, AC, MPV par la Commission électorale nationale autonome le 4 décembre. Les clarifications du professeur François Abiola. La loi a dit 15 jours avant le scrutin, donc nous sommes dans le délai, précise le professeur François Abiola. Pendant ce temps, il y a Paul Hunkpe du parti Foscoré pour un Bénin émergent qui déplore et s'indigne de la situation des personnes handicapées au Bénin. À la une du quotidien, le potentiel sommet USA-Afrique, le président Patrice Talon et son homologue du Niger, Bazoum, envisagent signer un compact régional. Et puis, lutte contre le trafic de stupéfiants, la douane béninoise saisit une importante quantité de drogue en transit. Matin libre qui fait un constat ce matin, fils du président de la République, Lionel Talon, de plus en plus visible. Pendant ce temps, les aspirants sont sur leur fin en ce qui concerne la révalorisation salariale. Nord-Sud quotidien, protection des handicapés, Paul Hunkpe en fait un combat. Et puis échanges commerciaux entre les États-Unis et la partie béninoise, la ministre béninoise du Commerce Sadia Assouma fait un plaidoyer de taille. La boussole, quotidien La Boussole, attristé par la situation des étudiants handicapés, Paul Hunkpe veut interpeller le président Patrice Talon sur la loi 2017-06 du 13 avril 2017. Et puis lutte contre le trafic de stupéfiants au Bénin, la douane saisit une grande quantité de drogue à Sémécraqué. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure en son et en images dans le bulletin matinal de William Cliquant et dans le reste de nos éditions. La nouvelle génération, situation malheureuse des scolaires et étudiants handicapés du Bénin, Paul Hunkpe préconise une législation qui oblige le chef de l'État à prendre un décret d'application des lois votées. La nouvelle tribune, révalorisation des salaires, tout cela laisse un goût d'inachevé selon Paul Hunkpe. Et puis Bénin, Noël Chadaré invite les travailleurs à travailler pour produire de la richesse.
quotidien L'Informateur qui nous donne les échos donc du deuxième sommet USA-Afrique. Patrice Talon accueilli aux États-Unis. À ses côtés, il y avait plus d'une quarantaine d'autres chefs d'État africains. Et puis, campagne médiatique pour les législatives de 2023. Le quotidien L'Informateur donne à lire tout sur les dispositions prises par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Échange entre membres de l'association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin et le chef de file de l'opposition. Nous sommes là avec le quotidien Le Routier. Les handicapés étaient donc chez Paul Humpé qui plaide pour la prise des décrets d'application de la loi 2017-16. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec le quotidien Fraternité qui revient sur cette importante quantité de drogue arraisonnée par la douane béninoise à hauteur de Sémé craqué. Le quotidien titre en effet circulation de la drogue sur le territoire national, ingéniosité grandissante donc des trafiquants, les douaniers appelés à se réinventer, précise le quotidien Fraternité. Revenons justement sur cette actualité liée donc à cette prouesse de la douane béninoise à la frontière de Sémé craqué plage, avec cette détermination et la vigilance des éléments de Bienvenue Mayaba, commandant de brigade douanière de Sémé craqué. Nous verrons les images tout à l'heure dans notre bulletin matinal d'information. Et puis l'ordre de passage des partis politiques sur les médias est désormais connu depuis hier. Titre ce matin le quotidien Fraternité, des images également à voir et vous verrez l'ambiance qui a prévalu hier au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et puis la deuxième édition du sommet Afrique-USA s'est ouverte hier à Washington aux États-Unis. Plusieurs chefs d'État africains, au total 49 dirigeants et les membres de l'Union africaine y ont répondu présent. Prévu pour durer 3 jours, le sommet est une occasion pour les différentes délégations de discuter de nouveaux partenariats entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Le président béninois Patrice Talon prend part aux travaux. Restez avec nous sur Actu Matin. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse comme à nos habitudes avec Assion Bokani, Assion Bon. Dans un instant, le bulletin matinal avec vous, William Cliquant. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci d'être là. Dans les titres, le tirage au sort des ordres de passage des partis politiques dans les médias au cours de la campagne électorale qui pointe à l'horizon. Les représentants des partis étaient hier à la HAC pour déterminer leur tour de passage. À cette même séance, l'institution en charge de la régularisation des médias a dévoilé les conditions d'accès aux médias de masse du secteur public et du privé. Pendant cette période, vous suivrez les détails en ouverture du bulletin de l'information. Et puis, dans l'actualité, une grande quantité de drogue, un total de 2338 boules entreposées le long des châssis de 2 camions à raisonner à Sémé-craqué. Des présumés trafiquants de ces produits prohibés sont tombés dans les mailles de la douane béninoise, précisément des éléments de la brigade de craqué-plage. Les 2 camions que vous voyez sont en provenance du Ghana et se rendent au Nigeria. Le film de l'opération avec nous sur Actu Matin. La pause. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Nous sommes à pratiquement moins de 10 jours du démarrage officiel de la campagne électorale et à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On a rendu public les conditions d'accès aux médias de masse du secteur privé et du secteur
public. C'est la monture finale d'un projet de décision qui a recueilli non seulement l'avis des partis politiques en lice, mais aussi celui du patronat, des fêtières, des associations, des professionnels, des médias, qui a été présenté aux représentants des partis en compétition. La démarche revêt alors d'un caractère inclusif. Vous aurez donc les précisions cette fois-ci avec Hakime Ousseli et Rachidi Soubirou. Une trentaine d'articles sont contenus dans cette décision, objet de présentation aux représentants des partis politiques en lice. 7 au total, s'apprêtant à user de leur droit d'accès aux médias de masse dès le 23 décembre prochain. L'encadrement répond à un devoir constitutionnel et les dispositions de l'article 46 du Code électoral fondent sa justesse. Pour cette période et pour les différents acteurs, le président de la HAC annonce des innovations. Les innovations majeures de cette décision sont la liberté accordée aux organes de presse légaux de passer des contrats avec les partis politiques en lice de leur choix. C'est une fenêtre d'opportunité de communication. Et pour l'offre de législature, les populations pourront assister à des programmes débats ainsi que sont ici déclinés par le premier rapporteur de l'institution. Chaque parti politique en lice bénéficie par jour de 20 minutes de programme dénommé « Parole aux partis politiques » à raison de 10 minutes dans la matinée et 10 minutes dans la mi-journée. Ce programme peut prendre la forme d'un message ou d'un entretien. Il peut contenir des spots, des slogans, des chansons ou des clips vidéo de campagne réalisés aux frais du parti politique et validés par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 7 débats radio-télévisés de 90 minutes chacun en français sont organisés entre les partis politiques en lice. Les 10 débats seront enregistrés et montés dans les locaux de la télévision nationale ORTB. Lorsque le parti politique en lice n'utilise pas au cours de son intervention la totalité de son temps d'antenne, il ne saurait prétendre au report du reliquat. Article 26. La défaillance du parti politique en lice à l'enregistrement des messages entraîne pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche horaire qui lui a été allouée. Après ces instants de présentation des conditions d'organisation de la campagne médiatique, il s'en est suivi le tirage au sort des ordres de passage des partis politiques dans les médias retenus par la HAC. Moël Bénin ouvrira le bal, suivi du bloc républicain. Le MPL est positionné 3e, les démocrates 4e, la FCBE 5e, l'UDBN 6e et l'UPR 7e. Et voilà, et nous vous invitons à présent à suivre les appréciations des représentants des partis politiques après ce tirage au sort qu'il vient de nous présenter à Hakime Ousseli. Je voudrais remercier Monsieur le Président pour le travail de qualité qui se fait à la RAC, pour ce que nous sommes en train d'observer, seulement que j'ai une doléance. Le rapporteur a fait lecture d'une décision. Et les dispositions de cette décision comportent au moins 30 à 32 articles. On ne peut pas tout retenir. Il sera nécessaire que cette décision nous soit donnée, parce que nous sommes là sur le terrain tout de suite, ou nous sommes notifiés par la suite. L'UDBN se satisfait du déroulement de ce processus qui nous conduit vers la campagne électorale. L'UDBN occupe la 6e place dans l'ordre de passage. L'UDBN s'appropriera et divulguera en son sein les tests dont on nous a donné lecture. L'innovation importante qui arrive et qui est à féliciter, c'est aussi le débat, le programme débat qui permettra aux partis politiques de confronter leur programme de législature auprès des électeurs, de sorte que, au finish, que le meilleur gagne. Et donc, il faut féliciter ces innovations et il faut féliciter la démarche inclusive de la HAC qui a permis que nous arrivons à ce processus aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'invites à la responsabilité de chacun dans ce qui a été présenté comme décision. Chacun fera son travail. Nous avons tiré encore une fois le numéro 1.
C'est finalement à croire que c'est notre numéro fétiche, notre numéro porte-bonheur. Nous en tiendrons compte et pour les jours à venir, nous ferons de telle sorte que toutes les dispositions contenues dans la décision de campagne, nous prenons l'engagement que Moël Bénin prendra toutes les dispositions pour rester dans la légalité et dans le cadre de la décision. Depuis quelques années, nous sommes habitués à la veille de chaque élection à cet exercice où la RAC a décidé de jouer un peu plus pleinement son rôle dans la campagne médiatique pour éviter d'éventuels dérapages. Nous osons croire et souhaiterions que l'objectif de la haute autorité de l'audiovisuel soit atteint, l'objectif principal et tous les autres objectifs, que les dérapages soient réellement évités dans les médias et que les médias réquisitionnés ou pris en compte dans le cadre de cette campagne puissent réellement jouer leur rôle. Et voilà, l'actualité est liée donc à ces élections législatives à venir. On rappelle que la campagne électorale va s'ouvrir le 23 décembre prochain. Après les travaux de son symposium qui a porté sur la garantie de l'inviolabilité et l'intégrité du vote, William Clicquant, le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest a tenu sa 8e Assemblée générale biennale. C'était hier mardi à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Bien sûr, Christian, la rencontre a été essentiellement consacrée au bilan des activités à mi-mandat du comité de pilotage du RESAO et les priorités pour l'année prochaine, l'année 2023. On va retrouver Idriss Boukari et Elvis Tonoucoin pour le point de cette Assemblée générale. Élu pour un mandat de 2 ans, le comité de pilotage du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest fait son bilan à mi-parcours. C'est à la faveur de sa 8e Assemblée générale biennale qui se tient ici à Grand Bassam. Conduit par le président de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, le comité a déjà mené des activités conformément à sa feuille de route. On retiendra que le RESAO, qui est cette structure de l'Afrique de l'Ouest en charge des élections, a eu 3 grandes activités. Celle qui est relative au soutien et au partage d'expérience auprès des autres commissions électorales sœurs de l'espace CEDEAO. Ensuite, il y a ce qu'on appelle chez nous le renforcement des capacités. Parce qu'il arrive qu'en cours de mandat, certaines commissions soient innovées ou soit connaissent des intégrations de nouveaux membres, lesquels membres ne sont pas habitués à la matière électorale. D'où la nécessité de renforcer leurs capacités à travers les règles qui commandent à l'élection. Et puis, le troisième aspect est celui qui a consisté à consolider, à travers un document qu'on appelle un rapport, toutes les expériences échangées qui constituent une sorte de bréviaire pour toutes les commissions électorales indépendantes. Chaque président de commission électorale est appelé à opiner sur ce bilan à mi-parcours et exprimer ses attentes. Globalement, les résultats obtenus en 12 mois d'activité sont satisfaisants et le président du RESAO a reçu les félicitations de ses pairs en dépit des difficultés de divers ordres rencontrés. Malgré les exploits enregistrés et pour renforcer les acquis, les défis restent grands au regard du climat politique qui prévaut dans certains pays de la sous-région ouest africaine. Pour 2023, le comité de pilotage décline ses priorités. Bientôt, nous aurons dans plus d'une demi-douzaine de pays des élections, aussi bien locales que comme on appelle des élections nationales. Mais le RESAO va toujours jouer son rôle qui est celui de soutenir tous les pays qui sont dans, comme on appelle ça, dans les opérations électorales, et puis à défaut, identifier les pays où il y a des velléités de crise pour pouvoir faire le renforcement du personnel électoral. Donc nous avons le Bénin, nous avons la Sierra Leone, nous avons beaucoup de pays qui attendent de nous notre intervention. Donc on a un défi, on a beaucoup de défis et nous sommes prêts à les aborder. Vous savez, en période électorale,
les présidents de commissions électorales ont besoin de soutien de leurs pairs. Ce que vous ne savez pas, ils ont trop de pression. Tout ce qui se passe lors des élections est sur leur tête et on ne se demande pas les autres branches qui doivent intervenir dans le processus électoral. C'est pour ça que, sous la présidence du président Culbert, nous avons mis en place désormais une mission de soutien des pairs à chaque élection présidentielle dans la région et je pense que c'est à son actif. Après les travaux de cette Assemblée générale de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le rendez-vous est pris pour décembre 2023 afin d'apprécier le travail abattu par l'équipe en place dans le cadre de la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance électorale au sein des pays membres de la CEDEAO. La nouvelle du comité de pilotage du RESAO à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Ici au Bénin, après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation et le Conseil des ministres à l'issue duquel plusieurs décisions ont été prises, le porte-parole du gouvernement s'est entretenu avec les professionnels des médias dans la commune de Parakou. L'objectif de cette rencontre est de lever un coin de voile sur les points d'ombre des populations du Septentrion sur les sujets abordés par Patrice Talon. À l'occasion de cette conférence de presse, Wilfried Léandre-Ngoubedji a répondu aux questions des journalistes sur l'actualité politique, mais aussi sur plusieurs autres sujets d'intérêt national. La séance s'est déroulée dans la salle de réunion de la station régionale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin à Parakou. Epiphane Chabi pour les précisions. Les populations du Septentrion au même niveau d'information sur les sujets brûlants de l'actualité. Tel est l'objectif de la conférence de presse donnée ce lundi 12 décembre 2022 par le porte-parole du gouvernement à Parakou. Face à la presse locale, les échanges étaient essentiellement centrés sur la revalorisation salariale. Sur ce sujet, le porte-parole du gouvernement s'est voulu plus précis, surtout sur la situation des travailleurs du secteur privé. Il n'appartient pas de principe et de droit au gouvernement d'aller dans l'entreprise privée et de dire, par exemple, vous devez payer tant, vous devez organiser votre entreprise de telle façon. Par contre, le gouvernement, il donne l'impulsion, il met en place les règles qu'il faut. D'autres sujets ont également fait l'objet de débats entre Wilfried Léandre-Ngoubedji et les professionnels des médias. La décision du gouvernement de surseoir à l'exportation de plusieurs produits tropicaux a aussi préoccupé les journalistes présents à cette conférence. De manière spécifique, la situation que traversent les acteurs de la filière soja, avec à la clé la suspension de la mesure d'exportation de cette légumineuse, a été mieux expliquée par le porte-parole du gouvernement. Pour éviter la pression des pays voisins qui venaient se servir un peu trop facilement sur notre marché au détriment du marché local, nous avons institué des niveaux de prélèvement à la charge de ceux qui venaient faire sortir les produits. Ce n'est pas la charge du producteur. En pratique, peut-être qu'il y a eu quelques biais, mais dans tous les cas, nous avons entendu les cris de cœur de nos producteurs qui apparemment n'étaient pas suffisamment prêts pour la mise en œuvre de la mesure. Et nous l'avons simplement différé. Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé le 8 décembre 2022 devant la représentation nationale, le chef de l'État est revenu sur les mesures en faveur du secteur éducatif. Patrice Talon a mis en exergue les actions spécifiques en faveur de la scolarisation des filles et de la promotion de l'excellence féminine à l'école. Une initiative qui, selon le porte-parole du gouvernement, permettra d'améliorer une fois encore les performances des bénéficiaires. Sur 20 communes, nous mettrons l'accent forcément sur les communes qu'on estime être les plus défavorisées et où le besoin serait manifeste de maintenir les filles à l'école pour les pousser un peu plus loin. Et ça, c'est un signal fort que le chef de l'État donne et son gouvernement avec dans le cadre de la meilleure éducation de nos filles en vue de leur plus grande protection. Les réformes opérées, mais aussi les perspectives pour les années à venir dans tous les secteurs d'activité, le conférencier a passé en revue tous ces sujets. Des présumés trafiquants de drogue tombent dans les mailles de la douane béninoise, précisément les éléments de la brigade de Semek-Kraké,
plage. Il s'agit de 2 camions en provenance du Ghana vers le Nigeria. Grâce au système de renseignement de la douane, ces 2 camions apparemment vides ont été interpellés. Après la fouille complète, les éléments du commandant Bienvenu Mayaba ont découvert 2388 boules de drogue entreposées sous le long des châssis complets des 2 camions. Clément Achali pour les précisions. Un important lot de chanvre indien a résonné ici à la frontière de Sémé-Craqué et présenté à la presse ce mardi. Le fruit du professionnalisme et de l'intégrité des agents de la douane béninoise, notamment des éléments de la brigade douane Craqué-Plage qui ont mené des enquêtes plus de 2 semaines durant. Après la fouille complète effectuée devant la police républicaine, le chef de la brigade et ses éléments dénombrent au total 2388 boules de ces produits pourtant prohibés. Effectivement, déférant aux instructions du directeur général des douanes, M. Alain Hikati, nous avons mis en place un dispositif de contrôle et pour mettre à bien les renseignements que nous avons réunis. Et ces renseignements nous ont permis de mettre la main sur les 2 camions que vous avez derrière nous, qui sont apparemment vides, mais dont les marchandises sont intelligemment cachées dans des endroits bien aménagés. Et ces renseignements, nous les avons pilotés tout au moins au bout de 2 semaines, voire 3 semaines. Les présumés auteurs de ce trafic ont fait preuve d'une ingéniosité sans pareille. Leur stratégie consiste à fabriquer des caches d'armes le long des châssis des 2 camions, à l'intérieur desquels ils ont dissimulé intelligemment une grosse quantité de drogue, fermée et condamnée en fer. Avec cet exploit historique, réalisé par les éléments de Sémé-Craqué-Plage, la direction départementale des douanes se dit fière de ces soldats de l'économie. La direction profite de cette occasion pour féliciter d'abord les collègues de la brigade des douanes de Craqué-Plage pour le travail abattu. Il faut dire que la douane béninoise est en alerte maximale pour décourager ces usagers véreux qui s'adonnent à la contrebande et au trafic illicite des produits prohibés. Aujourd'hui, nous avons rendu compte, au même moment, après avoir saisi, nous avons rendu compte à notre hiérarchie et la hiérarchie a envoyé la directrice départementale, dont son représentant est ici, pour procéder à la fouille complète, dénombrer, identifier et faire les pesées, savoir le poids réel des marchandises suspectes que nous avons appréhendées. La suite du processus, d'abord, les présumés propriétaires de marchandises ont aussitôt, hier aux environs de 3 h du matin, confié à la police républicaine aux fins des poursuites judiciaires. Et le reste de l'écart qu'on vient de faire tout à l'heure, nous allons les remettre aux autorités de droit, notamment à l'OCERTID, en collaboration bien sûr avec la police républicaine. Selon les conducteurs des camions mis aux arrêts, les marchandises auraient quitté le Ghana en direction du Nigeria. Avec ces présumés professionnels trafiquants tombés dans les mailles de la douane béninoise, grâce à son système de renseignement, le Bénin se révèle encore au monde par son dispositif de sécurité. Et voilà, la douane béninoise qui se distingue par cette trouvaille. Des actions en vue de redynamiser les marchés agricoles dans quelques pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le programme régional d'intégration des marchés agricoles est né de la volonté de 2 gouvernements, le gouvernement du Bénin et le gouvernement du Togo, en vue de soutenir la transformation durable de l'agriculture dans les 2 pays. Le lancement officiel de ce projet par le Fonds international du développement agricole a eu lieu à Boïcon cette semaine. La cérémonie en bref avec Imet Hélène Moussou. Programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. Le projet démarre en 2023 et va durer 6 ans. Il vise de façon générale à stimuler le commerce agricole régional pour créer des emplois pour les femmes et les jeunes. Le PRIMA va également permettre d'augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire, de même que la nutrition des ruraux pauvres. Cette innovation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du FIDA vise à soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale au Bénin et au Togo en améliorant les performances
des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers tout en favorisant l'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les femmes et en connectant pleinement les petits exploitants aux marchés nationaux et sous-régionaux. La mise en œuvre du PRIMA est un pas de plus dans le renforcement de la collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin. Ensemble, nous visons une efficacité accrue qui passe par la mutualisation des ressources pour le bénéfice des populations les plus vulnérables. Outre les producteurs agricoles, bien d'autres groupes cibles seront impactés. Les interventions sont à échelle régionale et couvrent 2 des 16 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, évalués à 108,6 millions de dollars, dont 62,8 millions pour le Bénin. Le projet se décline en 3 composantes. À travers le PRIMA, nous ambitionnons d'augmenter le revenu d'au moins 80% des producteurs bénéficiaires, de réhabiliter 5 marchés de regroupement, notamment les marchés de Malanville, de Glazoué, de Djougou, de Dobo et de Boycon, et 10 marchés de collecte qui approvisionnent ces différents marchés de Migros. Nous ambitionnons également de réhabiliter 300 km de pistes rurales qui puissent permettre de désenclaver les bassins de production qui approvisionnent ces différents marchés. Si la formulation de ce programme a été une innovation majeure et un apprentissage à tous les niveaux, sa mise en œuvre sera davantage déterminante et donnera ainsi une formidable occasion de travailler ensemble, de relever ensemble les défis de développement, mais aussi d'avoir l'opportunité de booster la production agricole tirée par le marché. Mon patron est plus pressé que moi. Prima ne fera pas 6 ans, les Océans. 4 ans, on a fini. Alors il faut que tout le monde s'engage, bénéficiaires, acteurs de l'ombre, pour qu'on ne retarde pas les choses à travers des procédures administrativistes. Il faut lever le pied. Le financement du PRIMA est assuré par le Fonds international de développement agricole FIDA. La tutelle administrative du projet est assurée par les ministères en charge de l'agriculture, le MAEP au Bénin et le MAPA au Togo. La coordination des activités entre le Bénin et le Togo est à la charge d'une unité d'assistance technique régionale. Dans chaque pays, le programme sera sous un comité de pilotage qui, entre autres, assurera le suivi des orientations stratégiques définies. Le bulletin vous revient demain, Christian. Voilà, sur Actu Matin, ce sera demain. Et l'information de retour tout à l'heure quand il sonnera, 13h sur Canal 3 Bénin. Merci de prendre le rendez-vous. Et l'autre rendez-vous à prendre avec nous ce matin, c'est bien sûr les sports. On va retrouver Akime Wousseli qui nous reviendra sur l'actualité sportive du moment. Et juste après, au forum de discussion, on parlera donc de la campagne électorale pour les législatives qui démarrera le 23 prochain. Hier, du côté de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, eh bien, on a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques sur les médias du secteur public et du secteur privé. On dira également un mot sur la Commission électorale nationale autonome qui est toujours attendue dans le cadre de la publication des listes des coordonnateurs d'arrondissement, de leurs adjoints et des membres des postes et bureaux de vote. Et puis, ces images que vous avez vues tout à l'heure dans notre bulletin matinal, cette prouesse des douanes béninoises qui ont arraisonné 2 camions dans lesquels il a été retrouvé un peu plus de 2300 plaquettes de drogue de cette opération. On en parle. Et puis dans la suite, dans la dernière partie, on parlera santé avec cette campagne du ministère de la Santé contre la résistance aux antimicrobiens. Il faut rappeler que c'est une menace croissante pour la santé publique, la santé des populations et bien évidemment la santé des animaux. Restez avec nous sur Actu Matin. Où il y a Eco Bavaria, il y a du bonheur. Les grands moments méritent d'être célébrés avec Eco Bavaria, le breuvage de 7 générations et des générations à venir. Oui, Eco, notre écoute. Toujours au rendez-vous. Eco, la tradition de l'excellence. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3.
prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganry, Avenue Stémez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Nickel Technologie vous souhaite joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire. En ce moment, le décodeur est à 5000 francs dès Access. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec Le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça sera la soirée de Kinshasa. Je l'ai enfin trouvé. Ou suivre les plus grands matchs internationaux avec l'ORTB et les débriefer avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ à 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Voilà, le rendez-vous des sports sur Actu Matin avec vous, Hakimi. Bonjour. Et Christian Adanedjan, bonjour. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bien bonjour. On va parler de la Coupe du Monde, Lionel Messi et l'Argentine qui sont en finale. Et juste après, on parlera au Bénin de la Ligue Pro. C'est exact, le mondial qui fait son petit bonhomme de chemin. Nous en sommes à environ 3 rencontres de la fin de cette messe footballistique mondiale, puisqu'hier on a eu droit à la première demi-finale de ce mondial. La seconde va se disputer ce mercredi en attendant donc la petite finale et puis la grande finale, le clap de fin de cette compétition qui est prévue pour le 18 décembre 2022. Ce qui est évident, c'est que bien en termes de sensation, on en a eu, et pas plus tard qu'hier encore. C'est vrai que l'affiche entre l'Argentine et puis la Croatie était annoncée pour être l'une des plus intéressantes, en tenant compte bien évidemment, je dirais, des rapports de force et des adversaires en présence, puisqu'on rappelle un peu que l'Argentine avait encore dans sa mémoire une défaite concédée face à cette même formation de la Croatie. C'était en 2018, 3-0, même si on remonte un peu plus en arrière pour constater que bien l'Argentine aussi avait réussi à battre la Croatie 1-0. De toute évidence, il y avait comme un air de revanche à prendre sur les Croates, encore que dans la foulée, on avait dans la formation argentine la Pulga qui dispute probablement l'une des dernières, ou j'allais dire la dernière Coupe du Monde de sa carrière de footballeur, puisque c'est quand même 35 ans et ça fait 4 ans plus tard, plus 4, ça va faire 39. C'est pas aussi évident que nous ayons encore cette chaleur. Et puis, je dirais Lionel Messi est insolent, comme on l'a vu bien évidemment hier à l'occasion de
cette demi-finale entre donc l'Argentine et puis la Croatie. Sur le papier, il y avait presque peut-être du 50-50 pour les deux formations. C'est vrai qu'en termes de fraîcheur, il avait déjà dit hier sur le plateau, la Croatie venait donc un peu handicapée puisque les huitièmes c'était au bout des tirs au but, les quarts de finale c'était également au bout des tirs au but. Et donc hier, bien évidemment, il y avait comme un manque de fraîcheur au niveau de la formation croate. Ça n'a pas raté puisqu'à l'arrivée Christian, il y a comme l'une des rencontres les plus faciles disputées par l'Argentine depuis le début de cette compétition, puisqu'hier, l'Argentine Christian a déroulé avec un Lionel Messi disait tout à l'heure flamboyant et étincelant. Et donc l'Argentine terrasse dans la foulée donc la Croatie et s'offre une nouvelle finale 8 ans après. La dernière perdue devant l'Allemagne 3-0. C'est bien le score de cette rencontre. On va rappeler un peu que c'est déjà à la 34e minute que Lionel Messi va montrer donc le chemin de la victoire à la formation argentine grâce à un pénalty concédé par la Croatie, pénalty transformé par la Pulga, et Lionel Messi était à la 34e minute de jeu. Mais avant donc le coup de sifflet des 45 premières minutes du match entre l'Argentine et puis la Croatie, et le second but, un but de Alvarez, on était à la 39e minute, 2-0, et pour une demi-finale, c'était pas à rien. C'est vrai qu'on se rappelle qu'à l'occasion des quarts, l'Argentine menait ainsi les oranges mécaniques de la Hollande, et puis les Néerlandais ont eu les ressources pour venir et rétablir la parité. Mais hier, il n'y a pas eu de ressources à trouver du côté de la Croatie, puisque pour une demi-finale, c'est une rencontre qu'auprès, on ne joue pas pour des points, on joue pour une qualification. Ils étaient à l'abordage, ils laissent des ouvertures, l'Argentine en profite, et puis va sonner le troisième but grâce à une passe décisive de Lionel Messi pour le second but. Le doublé d'Alvarez, on était à la 69e minute, 3-0. Les carottes étaient totalement cuites pour sonner donc le glas et la défaite de la formation croate. En termes de stats, c'est vrai que les stats étaient presque un peu en faveur en termes de possession de balle pour les Croates. C'est bien, je dirais du 61% contre 39% pour l'Argentine. Ça veut dire que l'Argentine était très efficace devant les buts, puisque le réalisme a été beaucoup plus remarqué par les tirs cadrés du côté donc de l'Argentine. Pour 9 tirs du côté argentin, il y a eu 7 tirs cadrés. Malheureusement, les Croates ont tiré 12 fois et n'ont cadré que 2 de ces tirs. Et ça, bien évidemment, explique les éléments symptomatiques de la victoire argentine. Retenez tout simplement qu'à l'arrivée, l'Argentine Christian s'impose par le score de 3-0. Lionel Messi a été désigné homme du match. Il en est à 4 sur 6. Ça, c'est ce qu'on retient pour ces rencontres disputées. 4 fois homme du match, bien entendu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que Lionel Messi, c'est un garçon qui a de la matière et il permet donc à ses fans de se régaler de sa performance à l'occasion de ce mondial Qatar 2022. L'Argentine attendra donc le vainqueur de la demi-finale de ce soir, prévu pour se disputer à partir de 20h. Cette demi-finale, Christian retient toutes les attentions. C'est bien la grosse actualité depuis 48 heures. Elle va véritablement prendre de l'envergure, cette actualité, puisque, en termes, je dirais, de petits riens qui vont mettre à côté de cette rencontre, Christian, c'est bien, vous l'avez remarqué, bien évidemment, et la mobilisation sur place d'abord des Marocains en termes de support, la mobilisation déjà à l'intérieur, la mobilisation en termes de déplacement pour aller sur cette affiche entre le Maroc et puis la France. Rencontre prévue pour 20h, c'est bien la seconde demi-finale de ce mondial Qatar 2022. Cette demi-finale suivie partout ailleurs. On va commencer déjà par nous intéresser, je dirais, au propos de certains acteurs de cette demi-finale prévue pour ce soir, à commencer déjà par l'équipe de la France, les Bleus de la France. On a eu Aurélien Tchouameni qui également s'est prononcé sur cette demi-finale prévue pour ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit en substance? On va y aller avec le concours de la réalisation. On ne peut pas sous-estimer une équipe qui se trouve donc en demi-finale. S'ils sont là, c'est que c'est une top équipe. Ça prouve un peu le respect que la France a pour la formation des Lions de l'Atlas. Il ne sera pas seul. On va lire les propos de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus de la France, qui a vu, je dirais, la confiance renouvelée à sa personne par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Et dit en substance, peu de personnes pouvaient attendre donc le Maroc à la demi-finale de
cette Coupe du Monde, mais de par ce qu'ils ont fait, ce n'est plus une surprise. Ils méritent d'être là et ce mérite, personne ne peut le leur enlever. Et en gros, c'est une rencontre qui est prise au sérieux, Christian, par les Bleus de la France. On rappelle, champion de titre de cette épreuve mondiale. Match et demi-finale entre Maroc et puis la France. C'est aussi sur place et nous au plan national. Eh bien, on va entendre d'abord certains de ces supporters rencontrés à l'université d'Abomey-Calavi qui d'abord se satisfassent de la victoire et de la qualification du Maroc pour cette demi-finale. On va les écouter, on reviendra après sur les pronostics, ce qu'ils pensent et ce qu'ils objectent pour le compte de l'issue de cette demi-finale entre le Maroc et puis les Bleus de la France. Au moins, le Maroc a sauvé l'Afrique mais c'est pour une seule fois dans l'histoire du football. C'est une très bonne chose. On comptait sur le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, mais bizarrement, ils ont failli. Moi, je suis très content. Je suis très content que le Maroc se retrouve en demi-finale. Je suis vraiment très ému parce que c'est pour la première fois que le Maroc et une équipe africaine se qualifient pour la demi-finale. C'est tellement de ouf pour moi. C'est une joie en soi africaine, une joie de toute l'Afrique qui va droit au cœur. Nous sommes tellement heureux, même si nous ne sommes pas de leur couleur de peau. C'est une joie pour toute l'Afrique. Personnellement, je suis très content parce que ce n'est pas facile d'être à ce niveau-là, malgré l'opinion mondiale. On ne s'attendait pas à cela et c'est arrivé. Bon, on peut que leur souhaiter d'aller en finale, rencontrer et remporter la coupe. Pourquoi le ramener en Afrique pour qu'on soit tous fiers, parce qu'on n'a jamais eu une équipe africaine qui est allée en demi-finale d'abord, mais remporter aussi la finale, ça serait très bien pour l'Afrique. Pour dire vrai, je ne pense pas que l'équipe de Maroc pouvait sortir comme ça pour qualifier en demi-finale, quoi. Je suis très content de ça, quoi. Voilà, très content donc de la qualification donc, des Lions de l'Atlas pour les demi-finales du Mondial Qatar 2022. Ce sont des fans, des furieux du football qui ont été rencontrés ainsi dans la foulée à l'université d'Abomey-Calavi. Quelle va être l'issue du match entre le Maroc et puis la France? Le coup d'envoi c'est bien pour 20h, mais le coup d'envoi a été déjà donné bien, dans plusieurs autres compartiments et dans plusieurs écuries. On va commencer par entendre sur l'avis des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre du Maroc contre la France, moi je souhaite vivement que le Maroc se qualifie pour la finale. C'est moi mon souhait. S'ils travaillent, s'ils mettent beaucoup d'efforts, ils peuvent facilement gagner la France et se qualifier pour la finale. Bon, France-Maroc, je suis en train de voir 1-1 dans le match. Au tir au but, Maroc va assurer et on peut être en finale. Bon, je vais faire la victoire pour Maroc, quoi. Bon, 1 égale 1 et un but. Mon pronostic est de gagner France. Et je veux qu'il n'aille pas même au tir au but avant de gagner France. Je veux qu'il marque très rapidement les buts. Moi, ça ne me dit rien. Je ne supporte pas le Maroc. Même si par la suite, ils échouent. Je ne suis pas supporter du Maroc parce qu'ils n'acceptent pas en fait qu'ils sont africains. Malgré les bons joueurs que la France a, bon, moi je leur souhaite qu'ils passent en finale. Et pourquoi pas la Coupe du Monde, parce que déjà à ce niveau, je trouve déjà l'exploit d'avoir la Coupe et de la ramener en Afrique. C'est mon souhait pour eux et je leur souhaite bonne chance. Moi je mise fort sur le Maroc. Je sais qu'ils vont faire de leur mieux pour s'en sortir. Pour le prochain match, bon, je dis 2-0 en faveur de la France. Cette fois-ci, la France va nulle part. Le Maroc doit ir en finale, ça c'est clair. Et je pense que dès qu'ils seront en finale, ils vont tout faire pour remporter cette Coupe du Monde.
Voilà, et la France et puis le Maroc, ça se joue déjà, et ça va se jouer encore davantage jusqu'avant à 20h. Et puis, bien évidemment, au coup d'envoi de cette affiche entre le Maroc et puis la France, eh bien, vous constaterez un peu l'ambiance qui va prévaloir au niveau des différents lieux de rassemblement pour suivre cette affiche. Je l'avais déjà fait constater tout à l'heure, eh bien, il y a une grosse mobilisation en direction donc de Doha pour supporter la formation marocaine. Dans la foulée, je l'avais aussi annoncé depuis hier, eh bien, il est attendu du côté du Qatar, eh bien, le président français Emmanuel Macron pour le compte de cette demi-finale, même si ça fait objet d'assez de controverses du côté donc de la France. France-Maroc à 20h, France-Maroc, c'est aussi un face-à-face entre Kylian Mbappé et puis Hakimi. Ça, c'est une réalité. Ce sont deux sociétaires du Paris Saint-Germain qui vont s'affronter ce soir à partir de 20h pour une place en finale et de ce mondial Qatar 2022. Assez de complicité entre ces deux acteurs, malheureusement. Ce sont deux adversaires ce soir pour le compte de cette demi-finale entre le Maroc et puis la France. Christian, il y a bien évidemment que cette rencontre s'annonce très, 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 très ouverte. C'est une rencontre très prisée. Et en termes de mobilisation, je crois que ça va être l'une des rencontres qui mobilise assez d'attention pour le compte d'un mondial de football. Ce n'est pas seulement Hakimi qui affronte Kylian Mbappé, c'est aussi Walid Regragui qui affronte Didier Deschamps. Ce sont aussi deux sélectionneurs qui auront véritablement assorti assez d'intelligence sur le banc de touche en vue, bien évidemment, Christian, de remobiliser la troupe ou bien évidemment de tirer la sélection vers le haut. C'est une affiche, c'est un face-à-face entre deux sélectionneurs qui ont de la matière dans la foulée. C'est vrai que Walid Regragui l'avait déjà annoncé, il a du respect pour Didier Deschamps. Et si la France respectait le Maroc, ça va être un peu compliqué pour les représentants africains à cette demi-finale du mondial Qatar 2022. Voilà, et pour la rencontre prévue pour ce soir, je rappelle, 20h, vous suivrez donc la seconde demi-finale entre la France et le Maroc. Les Lions vont-ils bouffer les coqs de la France? Eh bien, la question reste ouverte. Pronostic également ouvert, Christian. C'est bien pour ce soir à partir de 20h. Voilà. On va revenir au pays pour parler très rapidement de la Ligue Pro. Exactement. Ligue Pro. Ce soir à partir de 16h, vous suivrez plusieurs rencontres dans plusieurs zones et sur plusieurs stades. À commencer déjà par la zone A. Vous aurez à suivre 4 rencontres. Le Real Sport joue contre Dynamique Football Club de Djougou, bien entendu, à suivre à partir de 16h. Les Panthères de Djougou, Beki de Bembereke, ce sera Djougou. Damissa recevra AS Takoune de Kandi. Pendant ce temps, du côté de Niki, l'US Cavalier sera l'adversaire à jouer de Dynamo Football Club de Parakou. Les Buffles, leaders de la zone A, sont en ce moment au repos à l'occasion donc de cette 8e journée. Dans la zone B, Soleil joue Dynamo d'Abomey, ce sera donc du côté de Dogo. Estonner affronte Énergie de la SBEE. Dadje Football Club joue à Plaheux contre Espoir de Savalo Rodio. À quoi adversaire ce soir, Bani Gansé, c'est l'Auto Football Club qui est au repos au niveau donc de cette zone B à l'occasion de cette 8e journée. La zone C, on va y aller pour 3 rencontres qui vont se disputer ce mercredi. Sitatunga, Requin Football Club de l'Atlantique Aspac joue contre Adidja FC. La S-Police sera l'adversaire à jouer de AS Cotonou. Et puis enfin dans la zone D, vous suivrez 3 rencontres du côté du stade Jean Gascon de Pobel. La GSP recevra les Dragons Football Club de Porto Novo. Asvo joue contre la Giaketou. Et pendant ce temps, à Vrankou, nous aurons le face-à-face entre Avrankou Omnisport et puis Jefa Football Club. Voilà, résumé ce matin, l'actualité foot et l'actualité sport au plan national et à l'international. Et c'était, comme j'aime bien le dire, les sports ce mercredi matin. Merci Hakimi, merci beaucoup. On va vous retrouver dans un instant, juste après l'invité du jour au forum de discussion. L'invité du jour, c'est Dr Tokwanou Koudjo. Il est directeur des établissements hospitaliers. Il sera avec nous pour nous parler du bon usage des antimicrobiens. On partira justement d'un constat.
Jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Où il y a Eco Bavaria, il y a du bonheur. Les grands moments méritent d'être célébrés avec Eco Bavaria, le breuvage de cette génération et des générations à venir. Oui, Eco, notre écoute. Toujours au rendez-vous. Eco, la tradition de l'excellence. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Allez, le plateau de l'invité, on va parler santé et santé publique. Docteur Tokpanou Koudiao, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation, directeur des établissements hospitaliers. Allez, vous êtes avec nous ce matin pour nous entretenir sur l'utilisation que nous faisons des antimicrobiens. D'abord, que comprendre par cette terminologie antimicrobien? Merci bien, monsieur le journaliste. Merci de participer à cette campagne de sensibilisation que le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et la Société béninoise des pathologies infectieuses et tropicales, ont organisé donc, pour sensibiliser la population sur la résistance antimicrobienne. Alors, pour répondre à votre première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre par un antimicrobien. Un antimicrobien, c'est tout simple. D'abord, il faut découper le mot en deux. Anti qui est contre et microbien qui fait le gros lot donc des microbes. Et dans cette famille de microbes, nous distinguons les bactéries, nous distinguons les virus, nous distinguons les parasites et les champignons. Donc tout ce qui est antimicrobien, c'est des médicaments spécifiques conçus pour lutter contre les infections causées par ces types ou bien ces groupes de microbes dont je viens de citer les noms. D'accord. Quel est le constat que vous avez eu à faire, puisqu'aujourd'hui on est en train de parler de résistance aux antimicrobiens? Expliquez-nous un peu. Le constat qui est fait n'est pas seulement du niveau national, c'est un constat mondial. Nous avons parlé de la pandémie Covid-19. Cela a fait peur à beaucoup de gens, mais il y a d'autres pandémies dont personne ne parle, mais qui sont des pandémies dévastatrices et silencieuse malheureusement. Et c'est le cas par exemple de la résistance antimicrobienne. Nous avons constaté que, si je prends un exemple, les antimicrobiens, les antibiotiques notamment par exemple, qu'on utilisait quand on était enfant ou plus jeune pour nous traiter, aujourd'hui ces antibiotiques ne marchent plus sur les mêmes maladies qu'il y a 20 ans, 30 ans où on utilisait et ça passait assez bien. Ça veut dire quoi? Lorsque vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant et que vous avez une toux, l'antibiotique qu'on vous prescrit pour gérer cette toux qui est une infection, aujourd'hui, à votre âge adulte, vous avez la même toux, la même infection, vous allez chez le médecin, il vous prescrit l'antibiotique, vous payez, vous utilisez et ça ne marche plus. L'exemple le plus patent, c'est la chloroquine et le paludisme. C'est ça. Il y a 30 ans, par exemple, quand tu as le palud, tout le monde sait que c'est qu'il faut aller prendre la chloroquine. Mais aujourd'hui, la chloroquine ne marche plus sur le plasmodium falciparum, qui est le germe qui donne le paludisme. Donc si les gens se réfèrent à ça, ils ont compris tout. Ça dit que c'est le germe qui a évolué ou que la mauvaise utilisation de l'antibiotique en son temps n'est plus efficace pour lutter contre la maladie? Exactement. Le germe a évolué pour s'adapter à la mauvaise utilisation de l'antibiotique. Parce que quoi? Tellement c'est utilisé que
le germe a rencontré l'antibiotique et a développé des mécanismes pour résister contre l'action de l'antibiotique. Et donc, les nouveaux germes qui ont été conçus par leur père deviennent résistants donc à la molécule. Parce que l'homme a mal utilisé, il y a une forte pression. Le microbe, c'est aussi un organisme très intelligent qui s'adapte aux conditions de vie, qui s'adapte à tout ce que vous mettez sur lui. Parce que nous tous, nous sommes dans une guerre. Il ne faut pas oublier ça. L'infection, c'est une guerre des microbes contre l'organisme. Et donc, le microbe également cherche des moyens pour gagner la guerre. Et dans ces moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer des compétences, il va développer un arsenal pour résister contre votre arsenal qui est l'antimicrobien. C'est ça. Voilà, alors, la résistance aux antimicrobiens, on constate que sur le plan mondial, c'est une préoccupation. Au Bénin, ça l'est encore plus. Voilà pourquoi au ministère de la Santé, cette campagne a été lancée. Mais ça pose véritablement un problème pour le système sanitaire, le secteur de la santé, cette résistance-là. Effectivement, ça pose un problème parce que le système sanitaire est là pour d'abord prévenir les maladies. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Mais ensuite, quand la maladie est là, il faut qu'on guérisse, qu'on traite la maladie, qu'on soigne le patient. Alors, je dispose des armes de traitement qui ne sont plus efficaces. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je ne suis plus fort en face de la maladie. Et il va arriver donc un moment, et c'est déjà là, ce moment-là, que des gens vont tomber malades, ils vont chercher des produits pour se faire prendre en charge, ça ne marchera pas. Mais le drame, c'est que la technologie médicamenteuse aussi évolue. Mais je peux vous dire que les dernières molécules d'antibiotiques que nous avons, les germes ont déjà développé des résistances par rapport à ça, même dans d'autres pays ici au Bénin. Toujours du fait de l'homme? Toujours du fait de l'homme, de la mauvaise utilisation de ces antibiotiques. Voilà. Parce que nous en consommons assez. Vous vous souvenez, il y a un passé très très récent où le Béninois peut aller au marché, prendre des médicaments. Ça continue également aujourd'hui. Peut-être que ça a diminué un peu. Ce sont ces pratiques-là. Vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments antibiotiques. Vous n'avez pas toujours les ressources pour tout acheter, pour faire la durée. Quand vous avez commencé 2 jours, 3 jours, il n'y a plus les signes. Vous dites, bon, d'accord, c'est bon, je suis guéri. On jette la boîte et on voit souvent des patients qui ont acheté une boîte de 2 plaquettes et c'est une plaquette seulement qu'ils ont utilisée. L'autre plaquette est là. Donc, c'est un peu les choses qui se passent. Et c'est tout cela qui concourt à la résistance antimicrobienne. D'accord. Alors, est-ce que le Bénin dispose aujourd'hui d'un programme, je dirais d'un programme de surveillance à cette résistance-là? Et qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, notre pays, le Bénin, dispose d'un programme appuyé par l'OMS. C'est même des programmes dans toute la sous-région. Donc, nous sommes également arrivés à ce programme contextualisé par rapport aux réalités du Bénin. Et quand le ministre de la Santé a lancé la semaine, le lundi dernier, au Palais des Congrès, nous avons fait le rappel de l'évolution ou bien du niveau de performance de ce plan. Alors, qu'est-ce qui se passe au Bénin? C'est un plan qui est basé sur ce que nous appelons l'approche One Health ou une seule santé. One Health, une seule santé, c'est quoi? C'est un groupe de tous les acteurs impliqués dans la résistance antimicrobienne. Parce que ce que je ne vous ai pas dit encore, il faudrait que je le dise, pas pour faire peur aux gens. Allez-y. Le monde animal aussi est concerné Justement, je vais vous faire la question. Voilà, exactement. Suite, le monde animal. Donc, tout ce qui est poulet que nous consommons, tout ce qui est bovin, porcin et autres là, déjà donc à leur naissance, bien même depuis la conception, ils sont déjà gavés d'antibiotiques. Et du coup, la résistance antimicrobienne, ça part d'où? Ça part également de là. Et dans nos plats, nous consommons déjà peut-être des germes qui sont résistants. Ouais, donc, le One Health, ça regroupe le ministère de la Santé en tête, associé au ministère de l'élevage, agriculture, élevage et pêche, associé au ministère du cadre de vie. Parce que là encore, le cadre de vie est concerné par la résistance antimicrobienne à travers la phytothérapie, le traitement des plantes que nous consommons et autres. Ensuite, il y a le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Parce qu'il ne faut pas oublier également, pour parler, il faut avoir des chiffres, il faut avoir des statistiques. Il y a la recherche, qui intervient. Donc, tous ces ministères sont organisés dans un réseau appelé le réseau One Health. Et c'est eux qui ont identifié et défini le plan de lutte contre la résistance antimicrobienne au Bénin. Et le Bénin suit ce plan dans les
la mise en œuvre des activités, la mise en œuvre de la surveillance, le contrôle et toutes les décisions que chaque ministère sectoriel doit prendre est issue donc de ce plan. Voilà. Alors depuis lundi, il y a cette campagne qui a été lancée par le ministère de la Santé. Parlez-nous rapidement de la campagne, de quoi s'agit-il et comment ça va se dérouler? Exactement. D'abord, au lancement, le ministre a présenté la situation. Oui. Au Bénin, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport aux données dont nous disposons, des données de recherche dans nos hôpitaux. Il a présenté la situation aussi bien dans le monde de la santé humaine que la santé animale. Oui. Ensuite, le tableau qui a été présenté. Dit quoi, oui. Exactement. Le tableau dit que dans nos hôpitaux, comme je viens de le dire, nous sommes à un taux élevé de résistance antimicrobienne. Ça, c'est clair. Je ne vais pas rentrer dans des chiffres. Et la conséquence plus tard, ce sont les cas de décès. Bien sûr, non contrôlés. Oui. Ouais, des cas de décès, mais autre chose qui m'intéresse, que je vais dire rapidement. Ouais, aujourd'hui, on parle d'insuffisance rénale. On dit que c'est les jeunes qui font ça. Et quand quelqu'un meurt, on dit que c'est insuffisance rénale. Et nous, tous ça, on est un peu choqués. Il faut qu'on connaisse la cause. Ça part également de la mauvaise utilisation des médicaments d'une façon générale, mais des antibiotiques de façon particulière. Ouais, donc, pour revenir donc à ce qui sera fait, après le lancement par l'autorité, dans chaque département, à partir d'aujourd'hui, et c'est le cas du département du littoral, il y a une communication à l'endroit des agents de santé, des médecins spécialistes, des infirmiers, de tout le corps soignant. Donc on aura une communication qui sera faite à la DDS du littoral par une équipe d'experts pour communiquer sur la thématique et la sensibilisation. Ensuite, dans chaque département aussi, à partir de demain, ce sera le département du plateau, de Lomé le vendredi et les autres départements sur toute l'étendue du territoire national. Donc des rencontres scientifiques sont organisées à l'endroit donc du corps médical et tous les acteurs du OneCref. Il y a également ces communications que nous animons à travers toutes les chaînes de télévision, les radios locales. On a conçu des messages en langue sur WhatsApp et sur tout ce qui est mass média, pour ne pas rester seulement dans le contexte français, mais également parler en langue, dans nos langues, à nos populations, à nos parents, pour les sensibiliser sur le danger que constitue l'usage anarchique des antibiotiques. D'accord. En tout cas, très bonne campagne à vous. Ma dernière question, si vous vous adressez à moi qui représente les téléspectateurs, qu'est-ce que je dois faire désormais quand je suis en face d'un antibiotique? Non. Vous ne pouvez pas être en face d'un antibiotique aussi facilement comme ça aujourd'hui au Bénin, dans les règles de l'art. C'est de demander... Sous ordonnance. Voilà. Quand vous êtes malade, quelle soit la conduite à tenir. D'accord. Alors, donc vous êtes malade, vous rencontrez un agent de santé. Je ne vais pas dire forcément un médecin, puisque vous pouvez être dans une région éloignée où il n'y a pas de médecin. Donc vous rencontrez un agent de santé. Le mieux, c'est un médecin. D'accord. Maintenant, qui vous examine et fait le diagnostic de votre pathologie, aussi bien clinique que paraclinique. S'il juge bon de vous prescrire un antibiotique, il le prescrit. Si votre pathologie n'est pas antibiotique, il ne vous met pas sous antibiotique. Dans le cas où il vous met sous antibiotique, qu'est-ce que vous avez à faire? Il va vous dire, ceci c'est un produit antibiotique. Vous devez le prendre tel comprimé ou gélule. Ça peut être 2 fois par rapport à votre poids, par rapport à l'âge et par rapport à votre condition organique. Donc, je prends l'exemple de 2 comprimés. 2 comprimés le matin et 2 comprimés peut-être 8 heures de temps après. Voilà, il vous dit ça. Donc, il va vous dire, alors vous allez prendre ça pendant 7 jours. Parce qu'il n'y a pas de traitement antibiotique en dessous au minimum de 7 jours. Donc, il vous dit 7 jours ou 10 jours. Qu'est-ce qui vous revient de faire, vous? Vous respectez les heures, 2 le matin, 2 8 heures de temps après, tel qu'il a dit, pendant les 7 jours. Au bout de 7 jours, forcément, il doit vous donner un rendez-vous de contrôle. Oui. Voilà, donc vous retournez encore le voir, il refait le point avec vous et il juge à nouveau quelle sera la conduite à tenir. C'est très simple. Ouais. Mais nos habitudes nous ont amenés dans des travers. L'automédication, par exemple. Exactement, ouais, c'est des choses qu'on avait eu à faire. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est de mauvaises pratiques et il faut quand même qu'on s'en débarrasse. D'accord, on va rappeler, la campagne, ça va durer combien de temps? Non, la campagne va durer juste une semaine. Officiellement. Mais il y aura des
d'actions, voilà, qui vont continuer dans les départements jusqu'à la fin du mois de décembre. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau, docteur Topanou Koudjo. Je rappelle que vous êtes directeur des établissements hospitaliers, le ministère de la Santé, et qui est donc dans une pleine campagne pour le bon usage des antimicrobiens. Merci. Très bonne journée du mercredi à vous. Restez avec nous. Merci. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganri, Avenue Stémez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Michael Technologie vous souhaite Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire. En ce moment, le décodeur est à 5000 francs dès Access. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec Le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est-à-dire à la soirée de Kinshasa. Je l'ai enfin trouvé. Ou suivre les plus grands matchs internationaux avec l'ORTB et les débriefer avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ à 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Allez, le plateau de la discussion des sujets à aborder en pêle-mêle ce matin. Bonjour Raymond Anyambossou. Bonjour Christian Dallejean. C'est vous que les téléspectateurs n'avaient pas encore vu ce matin. Eh bien, nous sommes en plateau avec Akimé, avec Waham Ali Para. On va commencer par cette actualité liée donc à cette prouesse de la douane béninoise, des tonnes de drogue qui sont arraisonnées à Sémé-Craqué. On va voir un peu comment les dealers ont échappé à plusieurs postes de contrôle, mais n'ont pas réussi à s'en sortir du côté de Sémé-Craqué avec ce reportage. Un important lot de chanvre indien a résonné ici à la frontière de Sémé-Craqué et présenté à la presse ce mardi. Le fruit du professionnalisme et de l'intégrité des agents de la douane béninoise, notamment des éléments de la brigade douane Craqué-Plage qui ont mené des enquêtes plus de 2 semaines durant. Après la fouille complète effectuée devant la police républicaine, le chef de la brigade et ses éléments dénombrent au total 2388 boules de ces produits pourtant prohibés. Effectivement, déférant aux instructions du directeur général des douanes, M. Alain Hikati, nous avons mis en place un dispositif de contrôle et pour mettre à bien les renseignements que nous avons réunis. Et ces renseignements nous ont permis
de mettre la main sur les 2 camions que vous avez derrière nous, qui sont apparemment vides, mais dont les marchandises sont intelligemment cachées dans des endroits bien aménagés. Et ces renseignements, nous les avons pilotés tout au moins au bout de 2 semaines, voire 3 semaines. Les présumés auteurs de ce trafic ont fait preuve d'une ingéniosité sans pareille. Leur stratégie consiste à fabriquer des caches d'armes le long des châssis des 2 camions, à l'intérieur desquels ils ont dissimulé intelligemment une grosse quantité de drogue, fermée et condamnée en fer. Avec cet exploit historique, réalisé par les éléments de Sémécraké-Plage, la direction départementale des douanes se dit fière de ces soldats de l'économie. La DIRSI profite de cette occasion pour féliciter d'abord les collègues de la brigade des douanes de Craké-Plage pour le travail abattu. Il faut dire que la douane béninoise est en alerte maximale pour décourager ces usagers véreux qui s'adonnent à la contrebande et au trafic illicite des produits prohibés. Et aujourd'hui, nous avons rendu compte, au même moment, après avoir saisi, nous avons rendu compte à notre hiérarchie et la hiérarchie a envoyé la directrice départementale, dont son représentant est ici, pour procéder à la fouille complète, dénombrer, identifier et faire les pesées, savoir le poids réel des marchandises suspectes que nous avons appréhendées. La suite du processus, d'abord, les présumés propriétaires de marchandises ont aussitôt, hier aux environs de 3 h du matin, confié à la police républicaine aux fins des poursuites judiciaires. Et le reste de l'écart qu'on vient de faire tout à l'heure, nous allons les remettre aux autorités de droit, notamment à l'OCERTID, en collaboration bien sûr avec la police républicaine. Selon les conducteurs des camions mis aux arrêts, les marchandises auraient quitté le Ghana en direction du Nigeria. Avec ces présumés professionnels trafiquants tombés dans les mailles de la douane béninoise, grâce à son système de renseignement, le Bénin se révèle encore au monde par son dispositif de sécurité. Voilà, cher monsieur, le Bénin n'est ni producteur de cocaïne ni de cannabis, mais on constate quand même que ces produits circulent à l'intérieur du pays, mais cette fois-ci, bon, c'est vrai que la cargaison est en partance pour le Nigeria. Sur le territoire béninois, eh bien, on est vigilant. Hermana Niamboussou. Oui, on va saluer la vigilance de la douane béninoise et de la police républicaine, de tous les corps habillés qui travaillent à nos frontières, parce que justement, quand vous suivez un peu le cheminement de ces marchandises-là, on a dit que ça a quitté le Ghana et que ça a pu échapper au contrôle de ces différentes frontières. Et c'est seulement à Sémécraké que a été mis sur la marchandise illicite, parce que justement les renseignements ont fonctionné. Vous voyez ce que ça aurait été si les renseignements n'avaient pas fonctionné, c'est que ces produits prohibés seraient passés comme si rien n'était. Je pense qu'il faut saluer le courage des douaniers béninois et donc de ceux qui ont donné les renseignements également, mais également appeler les populations aussi à pouvoir collaborer avec les éléments de la police et tout. Parce que justement, quand on parle de produits bébés, on parle de 2388 plaquettes de drogue qui sont en partance pour le Nigeria. Ce n'est pas peu. C'est beaucoup de sous également pour ceux qui connaissent ce milieu-là, qu'ils ont renseigné là-dessus. Je pense que c'est une prouesse de la douane qu'il faut saluer en gros. Vous dites que les renseignements ont fonctionné. On revoit un peu la stratégie, le mécanisme utilisé par les trafiquants qui de plus en plus redoublent d'ingéniosité. Rabali Para dans un camion pareil, vous voyez un peu là où le produit a été dissimulé. Oui, Christian, attendez, vous voyez, quand nous voulons tracer notre fonctionnement à la rédaction, il y a cette rencontre que nous faisons un peu comme une conférence, ce que nous appelons conférence de rédaction. On dirait que même chez les trafiquants, il y a une forme de conférence au cours de laquelle ils s'assiedent et puis bon, chacun expose sa technique et la sommation des techniques des membres, n'est-ce pas, donne ce que nous voyons là. Parce que vraiment, on sent que c'est tellement
tellement réfléchi, pour concevoir une technique pareille. Il y a eu une fois également, il y a quelques années en arrière, à l'aéroport, au port de Cotonou, n'est-ce pas, où c'est dans les chaises qu'on a mis les pieds de chaises, c'est dedans qu'on a mis la drogue, c'est-à-dire une ingéniosité à nul autre pareil. Donc, comme l'a titré ce matin le quotidien Fraternité, c'est de compter sur nos différents corps habillés, notamment les douaniers, à se réinventer, à être attentifs aux moindres détails, parce que on dirait que la rigueur des douaniers à nos frontières amène également les trafiquants à redoubler d'ardeur, à redoubler d'ingéniosité pour pouvoir, en dépit de tout ce qu'on met comme barrière, comme filtre, à pouvoir traverser sans grande difficulté. Dieu merci, si on peut le dire ainsi, la douane béninoise a été suffisamment vigilante, n'est-ce pas, pour que cette cargaison qui a quitté le Ghana, vous voyez la distance parcourue, a quitté le Ghana, a traversé Togo pour venir au Bénin, alors que la destination finale était pour le Nigeria, et que bon, c'est ici que tout a été découvert. Pratiquement à la frontière. À la frontière. Donc, c'est un peu comme c'était juste à quelque part pour atterrir là où on devait y aller. Donc, cette ingéniosité, vraiment, je ne sais pas à quelle école. Si, il faut peut-être que les douaniers aussi aillent à l'école de ces ingénieurs-là, de ces trafiquants, pour davantage appréhender. Aller à l'école, s'actualiser. Oui, s'actualiser. Oui, vous voyez. Donc, parce que les gens mettent ça même dans les chaussures. C'est-à-dire, vous allez voir les chaussures qui ont de gros crampons ou assez de gomme en bas, alors qu'à l'intérieur, il y a de ces produits prohibés qui circulent. Comme vous l'avez dit, le Bénin n'est pas producteur ou commerçant de la drogue, mais le Bénin étant également un pays de transit où transite bien de marchandises. Naturellement, on ne serait pas surpris de voir que le produit circule et autres. Voilà, on est en train de parler de l'exploit de cette équipe, de cette unité de la douane. On rappelle que les traces des trafiquants étaient en train d'être suivies depuis pratiquement 3 semaines. Akimé, c'est vous. Et c'est ce que nous avons entendu dire par le commandant, le chef de brigade. Bienvenue Mayaba. Craqué Plage, bienvenue Mayaba. Qui a laissé entendre que c'est une filature qui dure depuis 3 semaines environ. Parce que quand même, ce sont 2 camions qui viennent d'Accra, la capitale ghanéenne, en direction du Nigeria. Vous avez vu un peu l'itinéraire qui a été emprunté par ces 2 camions. Quand vous êtes quand je veux rapporter, je dirais, l'exploit de la douane, parfois certaines actions en milieu de football ou bien dans le sport, c'est qu'il y a parfois des actions qui sont faites, il y a parfois des frappes qui sont faites par un joueur, et quand le gardien arrive donc à intercepter le ballon, les 2 acteurs sont salués de part et d'autre. C'est déjà l'ingéniosité, c'est-à-dire quoi? C'est quand même 2 camions, et le camion tel que le blanc l'a fabriqué, du moins, en tout cas, les concepteurs l'ont prévu, n'a pas été dit que, eh bien, on peut avoir, je dirais quoi, des réservoirs pour recevoir cette quantité impressionnante de drogue. Parce que oui, à la surface, peut-être que on n'a peut-être pas beaucoup de choses à dire, mais c'est à comprendre que, eh bien, il y a comme, je dirais, un réservoir qui a été construit au niveau de ces 2 camions pour maintenant faire entasser, Christian, ces plaquettes de chanvre indien, de drogue, à hauteur de près de 2000 et quelques, bien entendu. Ça a été bien dissimulé. On a fini donc par, quand vous voyez les 2 camions, on a fini donc par mettre la plâtre en fer, pour ainsi m'exprimer, et puis ça a été vissé. On donne l'impression que dans le camion, c'est peut-être un camion qui avait transformé des bouses de vaches ou peut-être des bœufs et consorts, parce que ça allait tout sale. Il a fallu que les éléments qui ont été sollicités raclent pour aller retrouver les boulons qui ont été confectionnés pour, je dirais, servir
de porte d'entrée donc à cette quantité impressionnante de drogue. Non, c'est un travail d'ingéniosité qui a été fait par ces messieurs. Et maintenant, la grosse ingéniosité, bien évidemment, c'est les renseignements qui ont été mis en place. C'est à ce niveau vraiment qu'il faut saluer le dynamisme et l'équipe de Bienvenue Mayaba qui a suivi de très près ces deux camions. À première vue, vous avez l'impression qu'il n'y a rien dans le camion. C'est un camion qui peut passer. Et c'est pour ça peut-être que ça a échappé visiblement à certains contrôles pour se retrouver sur le territoire national. Même sur le territoire national, si vous n'êtes pas ingénieux, si vous n'avez pas l'information, c'est que les deux camions passeraient. Ce n'est pas à Sémécraqué que les camions ont été interceptés. C'est déjà juste à hauteur, c'est-à-dire que c'est quand les deux camions ont quitté le péage, le poste de péage d'Ekpé, en direction de Porto Novo, bien évidemment, parce que les deux camions n'auraient pas voulu passer par Sémécraqué pour se faire peut-être inspecter. Et donc, ces deux camions ont été interceptés un peu avant le tournant pour prendre la direction de Porto Novo. Là encore, vous comprenez que c'est vraiment un travail de filature qui a été fait par Bienvenue Mayaba et les siens. Et là, je crois qu'il faut véritablement saluer ce travail qui a été fait, cette ingéniosité, ce travail d'information. Parce que quand vous n'avez pas l'information, justement, c'est l'information. Lorsque vous prenez ces deux camions, leur poids vide sensiblement, on peut connaître ça. On peut connaître le poids vide. Maintenant, lorsque vous passez le péage et que bon, on constate... Au péage, on ne vérifie pas parce que à l'intérieur, c'est le paysage. Donc, ça fait peut-être plus de... en tout cas, une quantité donnée. Vous payez, bien entendu. Mais lorsque vous avez franchi maintenant le poste de péage de paysage, c'est que bon, la direction était annoncée pour être donc du côté de Porto Novo. Malheureusement pour eux, Bienvenue Mayaba et les siens étaient donc en appoint et ont interpellé ces deux camions qui ont été donc renvoyés vers Sémécraqué pour les fouilles avec le concours de la police républicaine. C'est une prise historique parce que des tonnes de drogue, Emmanuel nous rappelait tout à l'heure, près de 2300 tranquille, c'est 2388. Il faut saluer cette ingéniosité, saluer, je dirais, cette perspicacité, ce sens d'anticipation et je dirais tous ceux qui ont concouru à ce travail de filature pour en arriver là. C'est quand on a une équipe dynamique, quand on a des jeunes autour, quand on est jeune et quand on veut véritablement travailler de façon professionnelle qu'on a ces résultats. Et chapeau à Bienvenue Mayaba et les siens. Chapeau également à la police républicaine qui était aussi en appoint pour permettre donc d'aller découvrir cette quantité impressionnante de drogue enfouie donc dans ces deux titans. Et je crois que ce n'est pas que seulement pour les jeter des fleurs, mais c'est un travail impressionnant qui a été fait par cette équipe de Bienvenue Mayaba. Il faudra redoubler de vigilance, surtout exactement. Dans cette période-là. Allez, des dispositions sont prises pour la réglementation de la campagne électorale médiatique des élections législatives à venir. Il y a une décision prise par la RAC pour fixer les conditions d'organisation de cette campagne médiatique. Et à côté, il faut rappeler également que les partis politiques ont procédé au tirage au sort de leur ordre de passage sur les médias publics et privés. Vous y étiez hier, Ime Oussili. J'espère que vous avez soufflé, puisque c'est à vous que je vais donner la parole. Alors, cette formation politique en lice, et puis on connaît l'ordre de passage sur les médias. C'est Moël Bénin qui va ouvrir le bal, suivi du Bloc républicain, le Mouvement populaire de libération, le parti Les Démocrates, la Force Corée pour un Bénin émergent, l'UDBN, et puis l'UPR. Alors, comment ça a été fait hier à la RAC? Vous nous rappelez très rapidement le processus. Non, avant le tirage au sort de l'ordre de passage dans les médias de services publics et privés, parce que la campagne médiatique pour le compte de législative de 2023 commencera bien évidemment à partir du 23, autant que dure la campagne électorale, bien entendu. C'est à cette occasion maintenant que les partis politiques, conformément aux dispositions constitutionnelles, ont un accès aux médias. La RAC régule et travaillera donc à ce que non seulement les services publics soient utilisés de façon conventionnelle issue de tout le monde, mais que les services privés soient aussi associés. Donc il y a des médias du secteur privé qui seront retenus par la RAC pour cet exercice à l'occasion donc de la campagne médiatique. Et ces différents médias seront contactés en temps opportun. Mais ce qu'on sait, c'est que avant qu'on ne procède au tirage au sort, il est d'abord question, je dirais d'énumérer les différents articles qui régulent la période de la campagne médiatique. Ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut dire, comment se passeront
comment se passeront les messages, le nombre de messages, le nombre je dirais, d'interventions sur les médias publics et les médias privés. Tout ça a été donc rendu public. C'est une décision d'environ 32 articles qui ont été qui a été mise à disposition et connue par les différents représentants des partis politiques présents donc à cette séance, bien entendu. Et ça permet non seulement déjà aux acteurs, aux partis politiques de savoir comment est-ce qu'ils vont solliciter le service des médias, mais en même temps les médias de savoir ce qu'il ne faut pas faire entendre, ce qu'il ne faut pas faire diffuser à l'occasion de cette campagne électorale. Donc, premier temps de cette rencontre, d'abord la décision qui a été rendue publique et connue par les différents acteurs. Et puis dans le second temps, il était question du tirage au sort des différentes heures de passage. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs vous l'avez suivi dans le bulletin ce matin, c'est qu'il y a des innovations. On se demandait comment va se passer la campagne cette fois-ci. Ce qu'on retient, c'est qu'il y aura non seulement la parole qui sera donnée aux candidats avec tout ce qu'il y a autour, mais qu'il y aura un débat. Un débat sera fait cette fois-ci, un débat qui sera animé par les professionnels des médias, débat télévisé, vous l'avez entendu, c'est au total de 90 minutes enregistrées donc à l'ORTB, bien entendu, avec des journalistes de la presse privée qui vont graviter autour de la presse publique donc pour ce débat de 90 minutes. On n'était pas habitué à ça, ça fait partie des innovations. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, eh bien, à l'occasion des campagnes dernières, on a interdit aux médias de contracter avec les partis politiques. Cette fois-ci, il y a cette possibilité. Non seulement vous avez donc ce qui est retenu par la HAC, donc l'accès aux médias de façon connue, c'est-à-dire 20 minutes, débat télévisé, tout ce qui est autour, mais vous pouvez solliciter ou les médias peuvent contracter avec les partis politiques pour des services plus, bien entendu. Donc vous aurez, à côté de ce qui est prévu normalement par les tests et accepté par tout le monde, mais vous avez également que, eh bien, par exemple, Moël Bénin peut faire l'option d'avoir comme partenaire pour le relais de sa campagne médiatique Canal 3 Bénin. Le MPL peut faire la même démarche, ainsi de suite. Donc, tous les 7 partis en liste peuvent faire l'option d'avoir comme, je dirais, partenaire pour le relais de leurs activités, le groupe de presse Fraternité. Ce n'était pas comme ça par le passé. Il y a cette ouverture qui a été faite par la HAC et donc, c'est l'occasion donc aux différents partis politiques de voir dans quelle mesure contracter avec les médias. Ça, c'est un élément très important. Et c'est après ça qu'il y a eu le tirage au sort. Ils avaient vu un peu l'ordre. Et le premier rapporteur a rappelé que si vous ne consommez pas les temps qui vous sont impartis, c'est que vous les perdez. Oui. Donc, il n'est pas question d'un certain rattrapage. On doit se faire enregistrer ou bien on doit passer mon message de 10h à 10h20 et vous n'êtes pas là, ou le message n'est pas disponible, et bien, vous perdez les 20 minutes. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. Oui. Non, on sent que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est en train de faire son travail de régulation, surtout en période de campagne, pour éviter ce que certains, oui, je répète, certains qualifient d'injustice. Je crois que la HAC est là pour encadrer les choses, mettre chacun devant ses responsabilités, les partis politiques devant leurs responsabilités, les médias conventionnels, les médias en règle vis-à-vis de la HAC également devant leurs responsabilités. Ça veut dire quoi? Que le travail n'est pas seulement le travail des partis politiques. Il y a les partis politiques qui doivent faire un maximum d'efforts, n'est-ce pas, pour équilibrer les choses. Et dans ce que Hakimi est en train de souligner, une chose est sûre, c'est-à-dire quand un parti politique est en retard ou est absent, surtout est absent lors de sa tranche de passage, même les campagnes antérieures, la HAC précise que ce parti ne viendra plus réclamer, je dirais, ce passage. Donc c'est un peu comme si c'était déjà consommé. De la même manière, si c'est la maison retenue, puisque c'est la télévision nationale qui est retenue, si c'est la maison qui a des problèmes techniques de circonstances en ce moment, alors, n'est-ce pas, on verra ce qui est faisable. Voilà pourquoi je disais que c'est les deux camps qui sont appelés, aussi bien partis politiques que les
médias. Et donc l'innovation apportée est également à saluer parce que les débats par le passé, on ne les a pas. On avait juste un message des partis politiques qui passent, qui devraient passer. Cette fois-ci, on a des débats qui seront animés aussi bien par les journalistes du public que du privé. Je pense que ça apporte, je dirais, une certaine particularité, une innovation, comme l'a souligné le président Rémi Prosper Moretti lors de ce tirage au sort qui a eu lieu hier. Vous voyez une campagne électorale bien animée, surtout avec cette innovation, les débats, où on permettra aux partis politiques de véritablement montrer c'est quoi leur offre politique de législature. Le projet de législature. Oui, projet de législature, je pense que c'est une campagne qui sera très ouverte, sauf que je pense que c'est également du ressort de la HAC également de savoir tracer un canevas pour que les questions n'aillent pas à l'emporte-pièce. Je pense que c'est déjà une innovation que de permettre qu'on aille à des débats. Est-ce que le débat sera contradictoire? Est-ce que c'est juste un parti qui passe et donc qui est soumis aux questions des journalistes? Je pense que la formule sera trouvée. Mais toujours est-il que la HAC nous donne des éléments de croire que la campagne sera très ouverte. Et donc, je pense que pour cette fois-ci, c'est également une opportunité pour la presse privée de pouvoir contracter avec les partis politiques qui le souhaitent, parce que par le passé, ça a été une interdiction formelle. Il fallait s'en tenir juste au canevas tracé par la HAC. Je pense que la HAC est en train de nous donner des raisons d'espérer. Voilà. Je crois que, Christian, dans les gens, la campagne ou le jeu politique aussi, c'est des questions de rapport de force. Par le passé, je ne sais pas ce qui avait pour autant motivé ou justifié la décision de la HAC qui avait empêché... On avait parlé d'une campagne exclusivement médiatique. N'oubliez pas le contexte dans lequel le contexte du coronavirus, certes, mais ça ne devrait pas empêcher, je crois, que dans l'exercice des rapports de force, que des formations politiques contractent des contrats donc avec les médias. Cette fois-ci, donc ça fait partie de ces innovations-là pour que, sur le terrain, on puisse avoir cette liberté. Parce que là aussi, c'est une liberté, certes, encadrée, mais ça demeure une liberté aussi bien pour les partis politiques, pour les médias qui sont appelés, n'est-ce pas, à faire preuve de professionnalisme pour éviter que des phrases de travers, des commentaires déplacés puissent envenimer les choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'hier, vous avez vu aussi l'intervention des représentants des partis politiques qui ont salué cet esprit d'ouverture de la HAC. Toutes les décisions qui ont été, tous les articles contenus dans la décision qui régule donc la campagne médiatique, ce sont des contenus qui ont été discuter avec les partis politiques. Ce n'est pas une décision tombée du ciel comme ça sur la tête des responsables des partis politiques, non. Ils ont été associés et avec eux, il est fait hier des associations de la presse pour que chacun puisse y apporter, je dirais, du sien afin de pouvoir sortir, je dirais, une décision qui permette à toutes les parties de se retrouver. Parce que quand on parle de campagne médiatique, bien entendu, c'est la presse et ce sont les acteurs politiques. Si on en est arrivé à accepter qu'il y ait donc la possibilité du débat, si on en est arrivé à accepter que des partis puissent contracter avec les médias, c'est que l'unanimité a été faite sur ce choix et donc personne ne va se surprendre de savoir que il y a au-delà des heures qui sont retenues pour les différents passés et les différents débats, qu'un parti se sente, je dirais, présent sur un certain média. C'est certainement parce que le parti a contracté avec le média et c'est pour ça que le travail est fait dans ce sens-là. Je crois que ça a été salué par les différents représentants des partis politiques présents hier au niveau donc de la salle de délibération de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ça prouve bien évidemment que il y a un consensus autour et qu'à partir de 23, les choses vont se passer dans les règles de l'art. Voilà. Et puis très rapidement, c'est une très bonne ouverture parce que vous aurez noté que Canal 3 Bénin travaille à casser ses prix. Tous nos prix sont en fait ici à Canal 3 Bénin. Donc on va inviter les différentes formations politiques avec cette ouverture de la HAC, n'est-ce pas, à faire le déplacement en direction de notre service commercial pour voir les prix qui sont en fait et comment ils seront accueillis. D'accord. Merci. On va voir la pub. La pub va y aller. De fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal,
émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Les prix qui sont totalement cassés sur Canal 3. 17, 99, 99. C'est facile à retenir. Très facilement. Merci pour le rappel, Hakim. C'est un numéro qui est en fait aussi. Allez, très rapidement, la SENA qui est toujours attendue, Herman Anyambossou, par rapport à la publication des listes des coordonnateurs d'arrondissement, les adjoints aux coordonnateurs d'arrondissement, les membres de postes de vote. On sent que ceux-là qui ont déposé leur dossier sont impatients de voir s'ils sont retenus. Oh oui, il n'y a pas que eux qui sont impatients de voir s'ils sont retenus, parce que tous les partis politiques également jouent un peu la crédibilité des élections par rapport à ces coordonnateurs d'arrondissement, à leurs assistants et aux membres de postes de vote, parce que justement c'est sur eux que repose de leur formation que dépend, c'est pas la sincérité, le compte rendu qui est fidèle, qui est fait, les rapports qui sont également faits à l'issue du vote. Et je pense que c'est l'article 66 du Code électoral qui le dit. Sauf que l'article précise que c'est au plus tard 15 jours avant le scrutin. Oui. Ça veut dire que la Sénat, en demandant ou en optant pour cette publication-là, au cadre, je crois, le 4 décembre passé, même si c'est en fait respecté, la Sénat n'est pas encore hors délai. Et donc, je pense que on va devoir attendre un peu pour voir cette liste-là affichée. Oui, Wahab. Oui, c'est une liste qui est attendue. Peut-être les concernés sont beaucoup plus pressés parce que vous aurez lu sur des réseaux sociaux, à la une des journaux la semaine dernière également, ce sujet revenait où on n'a pas encore vu la liste et on s'interroge. Mais je crois que la loi est claire sur ce détail-là et le professeur Abiola, qui est également membre de la Sénat, est revenu sur ce détail non négligeable. C'est que la loi prévoit que, je crois, c'est 15 jours avant. Donc, pour ceux qui font le procès à la Sénat, comme quoi la liste n'est pas encore publiée, c'est un peu comme si c'est un retard dans les démarches. Je crois qu'il y a un travail qui se fait au niveau de la Sénat et tous nous avons noté la célérité et le respect dans le déroulement de l'agenda et du calendrier de la Sénat. Donc, je crois qu'il faut faire juste un peu preuve de patience. Si ça sort un peu plus tôt, c'est bienvenu, c'est tant mieux. Mais toujours est-il que pour l'instant, le procès qui est fait à la Sénat est, ma foi, un peu maladroit, puisqu'on est encore dans les délais, on n'est pas dans les 15 jours avant le scrutin. Donc, c'est de souhaiter que très rapidement, n'est-ce pas, les choses soient mises en ordre. C'est sûr et certain qu'un travail est en train d'être fait à la commission électorale. Certainement. Et d'ici quelques jours, la liste va sortir à Kibé. Oui, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que François Abiola dit que le 4, c'est une indication et que la loi dit 15 jours. Et donc, du coup, en restant dans ce canevas, c'est qu'il n'y a pas encore de retard qui nécessite, je dirais, les inquiétudes, l'impatience. Le 4, comme ça a été dit, certains disaient que bon, ils espéraient que déjà le 4 que ce soit fait et qu'ils sachent à quelle disposition prendre pour... Bon, ce n'est pas encore tard. Ça va se faire bien évidemment puisque nous sommes aujourd'hui le 14, c'est bien ça, hein? Oui, le 14 décembre. Le 14 décembre, et donc les élections, c'est quand même pour le 8 janvier. Et ce n'est pas encore tard. D'accord. Ce n'est pas encore tard. Vous avez postulé, peut-être que certains espèrent rapidement savoir s'ils sont pris ou pas et commencer par penser à autre chose. Donc, il ne faudrait pas que ce soit dans la période où on n'a plus la possibilité de se mouvoir. Si on sait qu'on est pris, c'est qu'on peut déjà commencer on ajuste les choses en conséquence. Il y a les fêtes de fin d'année, donc on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui va rentrer, qui peut permettre d'apporter plus de gaieté dans le foyer. Mais pour le moment, ils devront encore patienter puisque la Sénat est toujours dans le délai. D'accord. J'ai parlé de sincérité des rapports qui sont présentés après le scrutin, parce que justement tout se joue également à ce niveau, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au-delà même de l'impatience de ceux qui ont postulé, il y a aussi que les partis politiques veulent savoir qui sont ces coordonnateurs-là d'arrondissement, parce que justement n'oubliez pas que les membres de la Sénat sont pour la plupart, ils appartiennent pour la plupart des partis politiques.
Et donc, il y en a qui veulent contrôler certains coordonnateurs d'arrondissement, certaines choses. Donc, ça permet aux partis politiques qui n'ont pas ce regard-là de savoir qui est-ce qui coordonne l'arrondissement, de savoir compter sur la personne. On fait des enquêtes pour savoir s'il est vraiment loyal dans le service qu'il va faire. Et donc, c'est ça aussi qui se joue. Il faut voir effectivement l'impatience de ceux qui ont postulé, mais aussi des partis politiques qui pensent que oui, tout se joue également à ce niveau, parce que si le coordonnateur d'arrondissement, s'il est porté par un parti politique, il a une mission pour le parti politique, ça peut également avoir des répercussions sur les rapports qui oui, ma foi sur ça, c'est un détail lié, je dirais, à la mission dévolue donc à ces coordonnateurs et autres qui se doivent de produire des rapports comme cela se doit aux formations politiques qui souhaitent savoir qui est fait. Mais je crois qu'il y a un délai qui est fixé. Si par exemple la loi n'avait pas fixé de délai, on pouvait dire bon, tout le monde peut se lever et mettre la pression à la Sénat. C'est un peu comme si une formation politique est pressée par exemple et souhaite que les élections, on rapproche les élections au 23 décembre, date de la campagne par exemple. Vous voyez? Donc ma foi, il faut faire preuve de patience. Il y a le rôle qui est reconnu pour les coordonnateurs qu'il faut saluer. Il y a l'impatience certes des formations politiques, mais la loi est claire, il y a un délai, il faut permettre à l'institution chargée d'organiser les élections de rester dans le délai. Oui, la crédibilité, le travail qui sera abattu par ces différents acteurs qui constituent quand même des maillots essentiels pour la crédibilité, la réussite et le bon déroulement du scrutin. Ça reste une évidence et personne ne peut aller contre. Mais ce qui est aussi une évidence, c'est que la loi dit 15 jours avant le scrutin. Nous sommes le 14 et donc on ne devrait même pas parler d'impatience. Ils n'ont pas de raison d'être impatients. Le mot impatient n'y est pas encore. Si à partir de 15, le délai tel que rigoureusement reconnu, on ne respecte pas, on n'y est pas, on ne peut pas être d'impatience. Donc si le législateur peut que ce soit 15 jours avant, c'est parce qu'on sait que dans l'intervalle de 15 jours, tout ce qui sera mis comme rudiment à disposition de ces différents acteurs sera mis à disposition, c'est-à-dire quoi? Formation et tout ce qu'il y a autour, déploiement sur le terrain, affichage, et les positionnements seront dessus. Et donc le 8 janvier, on va devoir espérer les avoir dans les différents bureaux de vote, en tout cas pour la mission pour laquelle ils seront appelés. C'est un peu ça. La seule chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que certains préfèrent savoir un peu plus tôt pour ne pas se retrouver dans un délai où il n'y a plus une possibilité de se mouvoir. C'est quand même un travail qui sera fait, c'est rémunéré, Christian Zandédia. Oui. Aujourd'hui, on sait un peu que la course était freinée c'est une course contre la montre dans la recherche de ce qu'on peut appeler la pitance et les métaux. Et donc, du coup, ça explique cela. Mais il devrait encore patienter. D'accord. Quelques jours. Nous sommes le 14. Oui. Même pour la fin du mois, ce n'est pas encore 15 jours. Il y a encore 8 janvier. Donc, ça fait encore 7 jours. Donc, c'est 15 jours avant le scrutin. D'accord. Donc, ce n'est pas 15 jours avant la campagne. On n'est pas encore à 15 jours avant la fin de l'année. Et il y a encore 8 jours dans le mois de janvier 2023. Donc, chers amis, calmos. Merci beaucoup. Merci à vous, Wahaba Lipara. Merci à vous, Herman Parfait Anyambossou. Et merci à tous nos téléspectateurs de cette attention, chaque jour renouvelée, accordée donc à du matin. Pour le match Maroc puis la France. Maroc. Partagez. Maroc. Non, elle fait partie du contrat. Même le continent est divisé déjà sur le choix. Oui, justement, le continent est divisé. Avant le match contre la France, il y avait l'unanimité qui est faite autour de on est tous africains. Oui. On supporte le Maroc. Seulement que là, c'est le Maroc qui joue contre la France. Oui. Voilà quoi. Et la France, c'est aussi l'Afrique. C'est aussi J'ai écouté sur RFI quelqu'un qui a justifié, il dit qu'il est né un 14 juillet. N'est-ce pas, vous connaissez l'histoire de la France avec la fête du 14 juillet. Donc, 14 décembre. Voilà, lui, son problème, ce n'est même pas le 14 décembre. Du fait qu'il est né le 14 juillet et que la fête du 14 juillet se célèbre en France. Donc, entre le Maroc et la France, son choix est fait, c'est le 14. Merci beaucoup. Allez, la revue de presse d'Assio Mokanya pour boucler ce plateau. Merci à chacun et à tous de votre attention. Passez une excellente journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de garder le sourire. Au revoir.
À toutes et à tous, bonjour. Bientôt la campagne électorale pour le compte des législatives de 2023. Le temps presse et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a convié les partis politiques à prendre part au tirage au sort de l'ordre de passage sur les chaînes publiques et privées. À en croire Fraternité, 5 partis ont répondu présents à la rencontre et à l'issue de cet exercice, il en ressort que c'est le parti de Jacques Ayadji Moël Béné qui passe en premier, suivi du bloc républicain après le MPL. Les démocrates en 4e position, la FCBE 5e, l'UDBN 6e, puis l'UPR en position 7. Après lecture faite de la décision portant conditions d'organisation de la campagne médiatique par le rapporteur de la HAC, le président de l'institution a tenu à préciser le contexte de cette activité. Le chef de l'État est aux États-Unis avec quelques-uns de ses ministres, dont celle de l'industrie et du commerce, et à en croire Nord Sud Quotidien. En marge du sommet Afrique-États-Unis ouvert hier mardi, la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, Chadia Souma, a participé à d'importants travaux avec des interventions de taille pour le compte du pays. Le matinal ajoute que c'était la réunion de African Growth and Opportunity Act, loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Au cours de celle-ci, plusieurs points ont été soulevés par la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin. Il s'agit de la mise en place d'un groupe mixte de travail pour la facilitation de l'accès au marché américain et la sollicitation de l'appui américain pour le renforcement des capacités pouvant améliorer l'accès du marché américain. À ces points s'ajoute l'appui de la demande africaine de prorogation de la loi AGOA à son expiration en 2025 et l'invitation des investisseurs américains à Glojigbe Industrial Zone, GDIZ. Et puis, le quotidien La Cloche informe ce matin que le gouvernement acte les transferts monétaires dans le cadre de la lutte contre la déscolarisation et le décrochage scolaire au Bénin. À en croire le matinal, elles sont au total 30 000 filles issues des familles en situation difficile à bénéficier de l'appui du projet Suède. Chaque bénéficiaire du primaire percevra 450 francs CFA alors que chaque fille du secondaire percevra 600 francs CFA par jour sur 3 ans, soit un budget total d'environ 9 355 550 000 francs CFA. Dans la suite, Fraternité signale que la drogue circule allègrement sur le territoire national. Les cas de trafic de cette substance sont récurrents, car la douane béninoise en raisonne régulièrement et cela devient inquiétant. Plusieurs centaines de tonnes de drogue ont été appréhendées au cours de cette année 2022. Les disciples de Saint-Mathieu ont réalisé des prouesses en arrêtant plusieurs trafiquants régulièrement présentés. Le journal d'estimer que la douane est donc appelée à se réinventer malgré ses nombreux exploits. Les douaniers doivent être proactifs et prendre les indélicats à revers. Il faut que la drogue cesse de circuler sur le territoire. Cela doit être le slogan des disciples de Saint-Mathieu, conclut le journal. Merci d'avoir été à l'écoute.